Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur la deuxième vidéo de la playlist d'introduction Go, où nous allons parler aujourd'hui des variables et des types de base. Il y en a quelques-uns, donc types de base, on peut appeler ça aussi les primitives. Sur d'autres langages, on aurait plus tendance à appeler cela des primitives. Donc on est parti, sur le projet d'hier. Alors moi, ce que je propose, c'est de supprimer ce projet. Donc on va en refaire comme si on voulait faire un vrai projet. Donc on va le nommer un peu plus correctement, plutôt dans la norme. Donc RM, RF, présentation Go, très bien. Et on va en créer un, donc mkdir ou mkcd, après c'est à vous de voir. On va le nommer peut-être intro, ce sera peut-être un peu plus correct, Go. Et à l'intérieur, je vais faire donc comme hier, un Go mode, hop, et puis je vais l'appeler intro-go. Donc là, on voit bien effectivement que j'ai mis github.com, mon nom sur GitHub, et ensuite intro au Go, donc le nom du projet. On va faire un petit tour. Ok. Alors par contre, est-ce que je suis sur Tmux? Et non, je ne suis pas sur Tmux. Ok. Voilà, ça sera mieux. Hop, comme ça, ça me permet d'ouvrir un autre, pas onglet, mais en tout cas une autre partie à l'intérieur. Alors, comme je le disais hier, il va falloir donc créer un tout premier fichier. Pour pas s'embêter, pour le moment, on peut l'appeler main.go. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on fait d'habitude. On ne le place pas forcément dans ce répertoire parent, enfin principal. On aurait tendance maintenant à le mettre un peu plus dans d'autres répertoires. On verra encore une fois ça par la suite. Là, nous sommes dans l'apprentissage. Donc, première chose à faire, on l'a vu hier, package, main, et notre fonction main. Ok. Eh bien. Ok, je vais y arriver. J'ai mal aujourd'hui. Ok. Donc, une fois que nous sommes là, on peut importer comme hier, import, et le FMT si on souhaite afficher les choses. Alors, par défaut, mon IDE le fait, hein, comme vous aussi devrez le faire, mais ok. Là, je le fais à la mano. On fait notre petit FMT, .print, ln, et hello. On va faire ça. Ok. Si j'exécute mon code, je vais décidément avoir des difficultés aujourd'hui. Ok, on a bien notre hello. Très bien. Donc, nos variables. Alors, des variables, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont là peut-être pour débuter le développement, la programmation, c'est bien de se lancer directement dans le Go. C'est un langage que je pratique depuis 10 ans et je l'ai fait, je l'ai appris pendant mes études, pendant un projet à réaliser. C'était choix du langage, on avait totale liberté là-dessus, et j'ai découvert le Go à ce moment-là, donc si vous êtes comme moi, c'est cool. Donc, une variable nous permet de stocker des informations temporairement. Donc on a plusieurs types d'écriture, en tout cas plusieurs portées, ce que l'on appelle, et donc on a effectivement une portée que l'on va plutôt nommer globale lorsque l'on va déclarer une variable en dehors d'une fonction. On reviendra sur les fonctions par la suite, mais en tout cas à la racine de la page, on voit ici que je suis bien au début, hein, je ne peux pas aller plus à gauche que cela, et on va l'appeler par exemple âge. Okay. Une fois que j'ai cela, il va falloir lui donner un type. Si j'essaie de sauvegarder, on voit là qui me dit attention, je ne connais pas effectivement
la variable. Je vous disais hier, Go est un langage très typé, fortement et statique. Donc il lui faut un type. Le type pour l'âge, on pourrait lui mettre un int. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus d'erreur. Donc le int pour lui indiquer que c'est un integer, un nombre entier. Ok, donc là ça fonctionne, très bien. Je viens de déclarer une variable. Cette variable est juste déclarée, elle n'est pas affectée, il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Chose à savoir, c'est que lorsque on utilise cette méthode-là, eh bien, on peut bien entendu afficher cette information, et comme c'est ce qu'on va dire une primitive, en tout cas un type de base, par défaut, elle a une valeur. C'est-à-dire que je vais directement l'imprimer. Si je fais âge et que j'imprime celle-ci dans le bas, on voit que c'est affiché 0. Donc ce n'est pas nul, il y a effectivement quelque chose dedans, c'est un type de base, donc par défaut il y a une valeur. Et la valeur sur un integer, c'est 0. Si on souhaite lui donner une valeur, plusieurs possibilités. Soit on lui donne une valeur à cet instant, et on peut lui dire, tiens, on va mettre, non, mon âge est un peu plus haut, et je lui mets avec l'opérateur d'affectation égal, eh bien une valeur, 43. Si j'essaie de nouveau de builder, enfin en tout cas de run, on voit bien qu'il affiche bien mon âge. Attention ici, je ne peux pas mettre autre chose que cela, je ne peux pas lui mettre une version comme ça. Il ne le comprendra pas. Il me dit, tu es en train de mettre une chaîne de caractères alors que tu m'as déclaré en int. Donc je ne peux pas changer le type. Pareil, si je souhaite effectivement lui dire, au final, je vais changer son type, ou en tout cas je vais vouloir recréer une variable, je peux essayer de le faire de cette manière-là, et là, effectivement, j'aurai bien une chaîne de caractères qui est prise. Alors là, c'est un peu spécial. Alors d'ailleurs, il m'a écrit d'une autre manière. On verra cette écriture juste après. Mais en tout cas, là, le fait que j'écrive directement dans ma fonction, eh bien la portée est différente. Donc la portée de mon âge ici, actuellement, eh bien ne sera qu'à l'intérieur de celle-ci. Donc là, je ne pourrai pas accéder à mon âge à l'extérieur. Également, attention, toutes les fonctions ou méthodes comme println ne peuvent être appelées qu'à l'intérieur d'une fonction. Je ne peux pas écrire ici un fmt, point quelque chose. Ça ne fonctionnera pas. Ce code n'est pas exécutable. Ce que l'on peut créer en dehors d'une fonction, ce sont des déclarations, comme ici mon var âge int. Donc, après cela, on va faire donc un petit changement. On va revenir à celle-ci. Alors, le int, en réalité, il y a plusieurs types de int en Go. Même dans beaucoup de langages, même si on n'appelle pas forcément ça des int. Dans le Java, on va appeler ça un byte, un short, un integer ou un long, par rapport à la taille qu'on souhaite lui donner au maximum. Si on se base ici sur notre int, par défaut, il va prendre la valeur de votre CPU, c'est-à-dire que, logiquement, moi je suis sur de l'ARM64, et comme je pense beaucoup de personnes sont en 64 bits, et bien dans ce cas-là, mon int sera de 64 bits. Donc la valeur de 64 bits est assez importante, hein. On arrive à des... alors 32, on est à 4 milliards et quelques, et donc 64, là j'ai plus ça en tête. Et donc comment on peut vérifier cela? On peut mettre ici un fmt, toujours, hein, pour imprimer les choses. Alors ça, c'est pas forcément conseillé de l'utiliser, puisque ça supprime quelques sécurités, donc c'est juste pour vous, à la limite, vous aider, mais on peut faire une save size off. Oui, voilà. Et on va lui demander effectivement la taille de celui-ci. Si j'exécute mon code, il me met une taille de 8. 8 pour le nombre d'octets. Pour rappel, un octet égale 8 bits. Donc là, 8 octets est égal à 64 bits. Ok.
Donc ça, c'est une solution pour voir les choses. Alors, un âge ne dépassera pas, on va dire en tout cas, 1000, voire même en dessous, et on peut utiliser ici un int 8, donc attention, ici on parle en bits, donc 8 bits est égal à 1 octet. Je peux faire cela, il n'y a aucun souci. Après, si l'âge dépasse une taille, sur un int 8, sur du 8 bits, on peut aller de moins 128 à 127. Okay. Donc je peux aller jusqu'à 127 ans. Au-delà, j'aurai des soucis. Donc plus on va avancer dans le temps, plus les gens vont vivre vieux, en tout cas je l'espère, et le int 8 risque de poser des problèmes. Donc on pourrait passer sur éventuellement un int 16, pourquoi pas. Voilà. Et donc là le int 16, 2 octets, donc là on augmente effectivement un peu plus les choses. Si je reviens sur le 8, pour tester cela, j'exécute, enfin j'enregistre, je relis, et on voit bien que ici j'ai un seul octet, puisque je suis sur 8 bits. Voilà. Et ainsi de suite. Okay. Alors on pourrait se dire, oui, mais moi sur un âge, j'ai peut-être pas besoin d'aller à moins 128, et donc peut-être qu'il existe un autre type qui peut être intéressant. Alors avant de voir ce type, on pourrait tester. Si je mets ici bien 128, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien là il me dit, attention, ça ne fonctionne pas puisque tu as dépassé la limite, et donc si j'essaie d'enregistrer et si j'essaie de compiler, j'ai tout de suite une erreur. Alors là on a de la chance puisque je l'écris manuellement, mais si on devait effectivement faire appel à un scan, enfin en tout cas à une demande de l'utilisateur, si la personne rentre 128, eh bien on aurait une erreur. De toute façon les erreurs il faut toutes les gérer, quoi qu'il arrive, mais en tout cas on aurait une erreur. Donc, ce qu'on pourrait dire, si effectivement par la suite les gens commencent à vivre beaucoup plus longtemps, les personnes en tout cas, les hommes avec un grand H, eh bien on pourrait utiliser un autre type qui est un uint8. Qu'est-ce que le U? Le U veut dire unsigned. Donc c'est-à-dire que celui-ci, eh bien, ne peut plus avoir le signe du moins, et donc il va maintenant de 0 à 255. Okay. Donc 256 possibilités. Et là, effectivement, je n'ai plus de soucis à ce niveau. Si j'enregistre et que j'exécute, eh bien, je peux monter à 128. Et donc, je peux aller jusque 255. Je peux tester. Okay. Ça fonctionne. Si j'essaie 256, hop, il me dit attention, ça ne fonctionne plus. Tu es en dehors de l'octet, tu es en dehors des 8 bits. Voilà comment on peut utiliser le uint ou le int. Donc, pour faire le tour, je vais rester d'ailleurs dessus. Donc, on a le uint en 8, en 16, en 32, en 64. On a également donc les int qui ont le même principe, int 8, int 16, int 32, int 64. Et si vous deviez faire des chiffres un peu plus complexes, ça tombe bien, puisqu'il existe la possibilité de faire un complexe 64 ou carrément 128 bits. Donc ça c'est intéressant dans certains cas. Là nous on ne va pas forcément l'utiliser, mais ça peut être intéressant lorsqu'on vient faire des calculs où on veut des nombres beaucoup plus gros et autres. Le complexe, c'est assez... on ne l'utilise pas non plus tous les jours. Ok. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est peut-être dire, oui, mais j'aimerais mettre des chiffres à virgule. Donc là, pour les chiffres à virgule, on va mettre la taille, par exemple. On a le float, qui, lui, est soit en 32, soit en 64. Donc là, on n'a pas le float où on ne peut rien écrire. Là, c'est à nous de choisir. Donc encore une fois, c'est 32 bits, donc 4 octets, et 64 bits, donc 8 octets. Donc là, ça dépend effectivement combien de chiffres après la virgule vous voulez au niveau de la précision. Un float 32, on en aurait assez. D'ailleurs, je vous ai parlé ici qu'on pouvait réécrire notre variable, mais ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut, à la déclaration, lui affecter une valeur.
Donc là, je vais lui dire 2 ou 3 points, voilà. Okay. Je vais l'afficher. Donc fmt, .print, ln, et puis on va lui mettre donc la taille. On peut lui faire la même chose avec, on va faire ça, sera plus rapide, et on va faire pareil un unsave de size off avec la taille. Okay. Donc j'exécute. Donc j'ai effectivement ici bien mes 4 octets sur mon nombre float32. Voilà. Donc pour les types de base, effectivement, ça reste intéressant d'utiliser le unsave pour vous habituer au nombre d'octets, hein, pour ceux qui débutent, encore une fois, dans la programmation. Après, effectivement, vous allez avoir l'habitude de tout ça. Donc on a le int, le float pour les nombres. On a également le var pour la taille. Donc, string, pour la taille. On a donc également la chaîne de caractères. Pareil, on pourrait lui affecter une valeur dès le départ. Et donc, voilà. Donc, je vous disais hier, attention, les chaînes de caractères, c'est absolument en double code, enfin en double code, hein, double code. Également important. Alors là, au niveau du unsave, je ne peux pas forcément l'utiliser parce qu'il ne va pas réellement me retourner la taille de ma chaîne de caractères, enfin, pas aussi simplement parce qu'il va me rajouter des octets pour le pointeur, etc. Mais là, je ne vais pas trop en parler. Donc fmt, pareil. Print, je vais y arriver. Ok. Et du coup, le name. Ok. Et donc là, j'ai bien ici l'affichage de Samuel. Ok. Donc vous voyez, à chaque fois, je fais un go, run, main, go. Donc on a les chaînes de caractères. Et si on souhaite qu'un seul caractère. Donc là, pour un seul caractère, on va pouvoir lui dire allez, initial. Bon, initial. Donc là, on a plusieurs possibilités. On pourrait utiliser un int8 de cette manière-là. Mais là, effectivement, attention, c'est un seul caractère. Donc là, il est important de mettre une seule cote. Donc là, je pourrais dire, je mets un S. Okay. Et donc là, il me dit, il me donne aucune erreur. Ce qui est assez étonnant, puisque tout à l'heure, effectivement, je vous disais que int8 était un type pour les nombres. Pourtant, si j'essaie de l'afficher, je n'aurai pas d'erreur. Donc, initial. Ok. Et là, on voit qu'en le mettant en uint, en réalité, je n'ai pas sa réelle valeur, je n'ai pas l'affichage en tout cas du S, mais j'ai l'affichage de 115. Qu'est-ce que ce 115? Ce 115, c'est le code ASCII du S. Donc si je vais faire un tour sur la table ASCII, on va prendre celle-là par exemple, voilà. Et si je vais sur le 115, hop, on voit bien que c'est mon S minuscule. Donc là, si je veux l'afficher autrement, ça va être différent de juste appeler notre variable. Donc, on a effectivement ici le int8, mais on a l'autre possibilité, c'est de faire un ou une rune plutôt, de cette manière-là. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. Vous voyez qu'il m'affiche exactement la même chose, à la différence que rune, effectivement, on va plus l'utiliser pour justement lui dire que c'est un caractère. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait dans ce cas-là pour afficher notre fameux S? Pour cela, nous allons donc utiliser un cast. C'est-à-dire que, au lieu d'appeler directement initial, je vais donc caster cela. Et comment on fait cela? Eh bien, on peut lui dire que je vais faire un string initial. Oui, string, ça ira mieux.
Ok. Ok. Donc, si j'enregistre, j'exécute de nouveau. Là, j'ai bien le S qui s'affiche. Donc là, on est bon à ce niveau-là. On a réussi à faire les choses. À savoir que ici, en fait, une rune équivaut... Enfin, c'est un alias. Donc, rune est un alias de int 32. Et on a donc le int 8 qui a également un alias et qui lui est byte. Donc int 8. Okay. Donc voilà en tout cas pour les runes. Donc on a vu tous les types de base, sans compter les tableaux, les slices ou autres, mais en tout cas les types vraiment que l'on va utiliser. Donc pour faire un petit point, n'hésitez pas à aller directement sur la documentation. Si on tape Go type de base, on devrait retrouver basic types. Ok. Donc, alors il y a une documentation, mais là je suis pas tombé dessus. Et donc on a bien les int, les uint, le byte, rune, float 32, float 64 et les complexes. Ok, alors cette vidéo est déjà un peu longue, mais on va effectivement encore terminer, on va terminer encore 2 petites choses, je pense que 2 ça devrait aller, je pense que je vais arrêter de dire que je vais essayer de faire des vidéos sur 10 minutes, donc, première chose qui peut être assez sympa, là on se rend compte que l'on a beaucoup de var, et ce qui est assez sympa en Go, c'est qu'on peut rassembler tout ça directement. Hop, ça je vais le faire après. On peut rassembler tout ça en une seule information de cette manière-là. Voilà. Ça évite d'avoir tous les mots-clés var qui se baladent un peu partout. Au moins, on rassemble toutes nos variables à cet endroit. Donc ça peut être assez sympa. On a aussi une autre chose à connaître. Celle-ci n'est compatible que lorsque nous sommes dans des fonctions, dans une portée de type fonction. C'est-à-dire qu'on a le raccourci d'ailleurs qu'il m'a fait tout à l'heure. Si je souhaite par exemple mettre un title, eh bien au lieu d'écrire var, je peux lui dire écoute, je vais utiliser le raccourci en faisant 2 points égales. D'ailleurs, mon IDE m'indique ici que c'est invalide type, parce que je n'ai pas encore mis les choses. Dès que je vais mettre des doubles cotes, eh bien, il me dit bien string. Si je viens mettre un int, il me le dit. Si je viens mettre un point, il détecte que c'est un float 64. Okay. Donc là, effectivement, je peux lui dire, titre, de cette manière-là. Comme ça. Alors, vous me dites, mais est-ce qu'on peut, derrière, mettre string, le type directement? Alors ça, ce n'est pas possible, parce qu'il ne va pas comprendre. Il n'y a qu'avec le mot-clé var, ou après on verra les types, mais en tout cas, dans les types basiques, avec le 2 points égal, c'est vraiment un raccourci, donc il fait de l'inférence de type, il n'a pas besoin du type, d'ailleurs ça ne fonctionne pas. Et si on souhaite bien l'afficher, dans ce cas-là, on va refaire encore un println de mon title. Si j'exécute ça, j'ai bien mon title en dernier. Donc ici j'ai bien titre. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur vraiment les types de base et sur des choses assez simples. Sur la prochaine vidéo, on va aller un peu plus loin sur les variables. On va parler éventuellement du type nul, en tout cas du nul, donc de pointeur également. Faut pas avoir peur, mais on verra ça, pointeur référence. On parlera peut-être des constantes aussi, et ce sera déjà pas mal sur cette vidéo-là. Et puis par la suite, on parlera des tableaux, des slices, des maps, etc. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bonne journée.